Maintenant, le problème, il faut le savoir, c'est pas les Américains, c'est notre Premier ministre qui malheureusement, à plusieurs occasions, fait traîner ces choses-là. Quand vous pensez que des villages ont été reconnus après 25 et 30 ans, ça vous donne un peu une idée du temps que ça prend pour faire ces reconnaissances-là. Dan Bismuth, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Vous êtes le conseiller spécial du président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, et vous êtes à ce titre bien placé pour tenter de commenter la visite historique dont on parle aujourd'hui, celle de Mike Pompeo dans une localité juive de Judée et de Samarie, en l'occurrence la localité de Psagot, dans le nord de Jérusalem, dans la région de Binyamin. Alors, comment on va accueillir aujourd'hui le secrétaire d'État américain ? Avec beaucoup d'honneur, parce que c'est le représentant du président Trump qui a fait beaucoup de bien pour le peuple d'Israël pendant toute sa cadence. Il a réussi à faire beaucoup de choses qui nous ont fait beaucoup de bien. Et nous, on est tout à fait reconnaissants de ces choses-là. Et M. Pompeo, son représentant, est en fait un monsieur qui lui aussi a beaucoup aidé à toutes ces choses-là. Donc ça ne peut être qu'une très belle réception. Alors, on peut s'étonner d'une certaine manière. Les relations entre Israël et les États-Unis sont très proches, sont très étroites depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies. Et pourtant, comment expliquer que c'est la première fois qu'un secrétaire d'État américain arrive dans une localité ? Pourquoi ça ne s'est pas produit jusqu'à présent ? La raison, elle est très simple. C'est que M. Pompeo lui-même n'est pas, une personne qui représente le gouvernement américain, ayant à côté de lui le président Trump qui a été très très actif. Le président Trump, je vous le rappelle, était en Israël en visite, a reçu le Premier ministre plusieurs fois chez lui, a fait beaucoup de choses qui ont, à mon avis, bien compensé le fait que ce monsieur n'est pas venu dans les implantations. Mais je pense que c'est une chose qu'ils ont corrigée à la fin, et il faut remercier cette chose-là sans chercher pourquoi ils ne sont pas venus avant. S'ils sont venus, s'ils n'étaient pas venus, on leur dit pourquoi il n'est pas venu. Et quand il est venu, on dit pourquoi il n'est pas venu avant, et ainsi de suite. Alors, d'une certaine manière, je le disais tout à l'heure, certains éditorialistes dans la presse israélienne affirment que peut-être justement cette visite intervient peut-être un peu sur le tard, alors que l'administration Trump est sur le départ. Et la question que je voudrais vous poser, c'est après ces 4 années sous l'administration Trump, est-ce que finalement, du point de vue des implantations, du point de vue spécifique des implantations, il y a eu un véritable développement pendant ce mandat de Donald Trump, ou alors le président très discrètement a demandé, comme on s'en souvient qu'il l'a fait au début de son mandat à Benyamin Netanyahou, de ne pas élargir trop souvent les implantations, ou peut-être de faire construire en hauteur plutôt qu'en largeur. Quel bilan vous dressez du développement des implantations de Judée-Samarie sous l'ère de Donald Trump ? Écoutez, de façon générale, le développement de la construction dans les implantations a toujours été, même à l'époque d'Obama, quand il y avait un gel des constructions, je vous rappelle que c'était un gel sur les choses gouvernementales. C'est-à-dire que les villages et les villes ont continué à se développer. Pour vous rappeler des chiffres, si dans tout le pays, l'augmentation de la population est de 2,5%, dans la Samarie, dont moi je suis responsable, entre autres, on est à peu près entre 8 et 10% d'augmentation. C'est-à-dire que les gens, ils viennent et ils habitent. Donc, de ce côté-là, il n'y a jamais eu un grand problème. Maintenant, le problème, il faut le savoir, c'est pas les Américains. C'est notre Premier ministre qui, malheureusement, à plusieurs occasions, fait traîner ces choses-là. Quand vous pensez que des villages ont été reconnus après 25 et 30 ans, ça vous donne un peu une idée du temps que ça prend pour faire ces reconnaissances-là. Et donc, si on a une remarque à faire, c'est par rapport au Premier ministre, qu'on est bien sûr toujours reconnaissant de ce qu'il fait. Mais si on fait des comparaisons avec d'autres, alors ça a été beaucoup plus important que ce que lui, il a fait. Mais de façon générale, il faut reconnaître ce qui est. L'augmentation existe et elle existera. Les Américains, c'est vrai, ils font des choses, mais ils ne peuvent influencer que sur les choses gouvernementales. C'est-à-dire l'augmentation des classes d'école ou comment vous appelez ça, les coupotrolim, là où on s'occupe des malades, etc., des trucs comme ça. Mais au niveau de la population civile elle-même, on construit. Il suffit de vous promener
dans ces régions-là pour voir les grues qui sont élevées, on les voit de très loin, et il y en a beaucoup, où que ce soit dans les villes, que ce soit dans les villages, il y a toujours une augmentation. Il y a ce qu'on appelle une ligne bleue. Et dans cette ligne bleue, on a le droit de construire parce que c'est un arrêté gouvernemental. C'est pas une décision du village ou de notre président du conseil régional qui lui, Monsieur Yossi Dagan, qui lui veut beaucoup faire de construction. Ça dépend de ce qui est au niveau légal. Et au niveau légal, on peut construire, il faut le savoir. Alors c'est vrai qu'on voudrait construire plus, mais le problème, il est au niveau du Premier ministre. Il faut faire attention. Alors justement, c'est pas au niveau des Américains. On a vu et on a entendu plusieurs fois que Monsieur Netanyahu a su tenir tête à M. Obama, avec plus forte raison avec monsieur Trump, qui lui était très positif. Je suppose que M. Trump n'était pas au courant de ce qui se passait dans les implantations. Donc celui qui s'en occupe et celui qui est responsable de ça, c'est le Premier ministre. Alors, et c'est vers lui qu'on pose les questions. Alors justement, puisqu'on parle un peu politique, Yossi Dagan était proche enfin, du Premier ministre, il est membre du Likoud. La question que je voudrais vous poser, c'est n'y a-t-il pas dans votre entourage, Yossi Dagan, les responsables des implantations, une forme de sentiment de ratage, d'amertume peut-être, de ne pas avoir pu mener à bien ce projet d'annexion, ou en tout cas d'instauration de la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie, alors qu'on avait le sentiment qu'on touchait on était à deux doigts du but il y a quelques mois. Vous avez tout à fait raison. C'est pas seulement de l'amertume, c'est aussi de la déception, vu que M. Yossi Dagan est un membre très important du Likoud. Il est au niveau électoral la deuxième force au Likoud, et donc il a des moyens de faire pression sur le Premier ministre. Mais d'un autre côté, il le respecte parce que c'est son Premier ministre, c'est le président de son parti. Donc il ne veut pas non plus casser les liens avec lui. Il essaye de rester tant qu'il peut. Au niveau de l'annexion, c'est une chose qui nous a fait beaucoup de mal. Parce que à un moment, et c'est vrai qu'il y a eu des voix qui sont élevées pour dire il faut le faire autrement. Mais personne n'a jamais dit qu'on refuserait l'annexion. Au contraire, on voulait cette annexion-là. C'est M. Netanyahu, avec le représentant du président des États-Unis, M. Kushner, qui ont changé les choses qui ont été faites en janvier aux États-Unis, si vous vous rappelez. Et M. Dagan était tout à fait pour, a félicité, a applaudi le Premier ministre. Il lui a dit qu'il était très content de cette chose-là. Seulement, entre janvier et mai, il y a eu des changements assez importants qui ont été faits. On voulait juste changer ce changement-là. C'est pas nous, en mai, qui ont arrêté ce qui a été créé en janvier. Donc, la seule personne qui n'a pas eu le courage de faire cette chose-là jusqu'au bout, c'est le Premier ministre. Et ça dépend de lui, comme tout ce qui dépend de l'État d'Israël actuellement, c'est lui qui décide. Donc, c'est en mesure de lui. Nous, on regrette qu'avec un président aussi positif aux États-Unis, on n'ait pas fait cette chose-là. Pour nous, cette annexion, comme vous l'appelez, c'est très important. C'est une chose dont on a parlé avec lui à plusieurs occasions. C'est vrai que ces derniers temps, il y a un froid à cause de cela. Mais comme vous le savez, en général, on s'arrange, comme vous avez vu, pour les institutions mondiales où il y avait beaucoup de problèmes. En fin de compte, le Likoud s'est arrangé. Alors, c'est la première fois, Dan Bismuth, qu'on se parle depuis l'élection de Joe Biden. Est-ce que vous êtes inquiet dans les implantations juives de Judée et Samarie par cette élection? Vous craignez que le dossier des Palestiniens, qui était, on va dire, lettre morte pendant l'administration Trump, eh bien, risque de revenir sur le devant de la scène et que cela risque de se traduire par une demande de la part de Biden de geler la construction dans les implantations? Parce que il y a on peut dire que Biden est un ami d'Israël, mais sur le plan des implantations, il a toujours exprimé sa critique. Je vais vous dire, le problème qu'on a avec les Américains, il n'est pas avec la nation américaine qui est très positive pour l'État d'Israël. Donc pour nous, et les deux chambres, le Congrès et le Sénat, où il y a beaucoup de gens qui sont pour Israël, et parmi eux, pas mal de gens qui sont pour les implantations. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, un président peut, c'est vrai, influencer une politique générale, mais au niveau du détail, ça se passe entre les différentes personnes qui s'occupent de ces choses-là aux États-Unis et en Israël. Et je reviens, excusez-moi de revenir là-dessus, la clé n'est pas c'est M. Biden. M. Biden est un monsieur qui, a priori, est un monsieur positif à Israël. Il l'a prouvé dans le passé. On ne peut pas penser que tout d'un coup, il va redevenir M. Obama. Je n'y crois pas, on n'y croit pas. On pense qu'il sera positif. C'est vrai qu'il est assez problématique par rapport à d'autres choses, telles que l'Iran, telles que les territoires, comme vous l'avez dit. Mais je pense que
tout, encore une fois, revient à M. Netanyahou. C'est lui qui est la clé. C'est lui qui peut changer ces choses-là. C'est lui qui peut influencer M. Biden de façon à continuer la politique, pas la politique de M. Trump, mais au moins la politique générale des États-Unis. Et là, je pense que, de nouveau, M. Benjamin Netanyahou a réussi dans le passé, et je pense, je suppose, j'espère que dans le futur, il réussira aussi, à faire influence sur ce M. Biden. Je vous le dis encore une fois, si M. Obama, pendant 8 ans, n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire, et M. Netanyahou est la raison pour laquelle il ne l'a pas fait, alors je pense que M. Biden n'est pas comme M. Obama. Donc, c'est vrai, il y a une inquiétude, on ne sait pas ce qui peut se passer, surtout de la part de sa vice-présidente, qui est une personne assez problématique. Mais je pense que si vous recherchez quelles sont les choses importantes qu'a fait M. Pence, ou quelles sont les choses importantes qu'a fait M. Biden quand il était vice-président, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est vrai, si le président devient quelqu'un d'actif, à son âge, je suis pas sûr qu'il arrivera, mais enfin, disons, on lui souhaite beaucoup de bonne santé, il n'arrivera pas à faire ce qu'a fait M. Obama. Donc, il y a une inquiétude, vous avez raison, c'est vrai, mais c'est une inquiétude quand même qui est mesurée pour la raison que M. Bibi Netanyahou est la clé. Et là, comme je vous l'ai dit, je répète encore une fois, on espère qu'il va reprendre du poil de la bête et qu'il va faire remarcher la politique sur les implantations comme il faut. Alors, donc la clé n'est pas, comme on le dit souvent en hébreu, la clé n'est pas chez les goïms, la clé est chez nous en Israël. Alors, puisque nous parlons de bilan avec la fin de l'ère Trump et de développement possible avec l'arrivée de Joe Biden, je voudrais qu'on fasse le point un peu sur la construction dans les implantations en Judée et en Samarie. Combien y a-t-il d'habitants aujourd'hui, en excluant, on va dire, les habitants de Jérusalem, de la partie est de Jérusalem? Combien y a-t-il de gens qui vivent aujourd'hui en Judée et en Samarie au total? Si on sort Jérusalem, comme vous dites, on arrive entre 250 et 300 000 habitants. 250 et 300 000 habitants. Et vous pensez qu'il y a sur le terrain une situation qui est irréversible, qui ne pourra pas, par exemple, permettre à l'administration Biden de développer le fameux principe de 2 États pour 2 peuples? C'est trop tard, à mon avis. Vous savez, vous vous rappelez malheureusement du retrait du Gush Katif et du nord du Shomron, du nord de la Samarie. Et vous savez, il y avait à peu près quelque chose comme 8000 personnes. Alors imaginez-vous qu'est-ce qui a été développé dans l'État d'Israël pour essayer de changer cette réalité qui est sur le terrain. Alors on peut le changer dans les petites implantations comme l'a fait le plan de M. Trump ou plutôt de M. Kouchner. Et on peut le faire sur des petites quantités, 10 000, 20 000 personnes peut-être. Mais changer une réalité de 250 à 300 000 personnes, ça va être très difficile, même impossible. C'est pour ça que même dans le cadre des 2 États, si vous l'avez lu le projet, et le but est de laisser les Israéliens, les Juifs, sur le terrain, de façon différente, avec des routes, avec des trucs comme ça. Chose impossible à faire à mon avis. C'est une chose qui risque de faire tomber pas mal de gens qui vont essayer, comme ça a été fait dans le passé. Depuis tellement d'années, on parle de ça. Je vous rappelle que celui qui a fait le retrait du Gush Katif, c'est de nouveau un premier ministre israélien, M. Sharon. Donc, à ce niveau-là, c'est entre nos mains. C'est-à-dire que si M. Sharon qui avait lui-même dit, Dan Bismuth, Sharon qui avait lui-même dit que lorsqu'il y aura 100 000 habitants en Judée et en Samarie, eh bien, il ne pourra pas y avoir d'État palestinien. Je ne crois pas. Je pense que même M. Netanyahou, qui lui a créé cette entité 2 États pour 2 pays, comprend actuellement que c'est impossible à faire. M. Trump n'était pas tellement, concerné par ces choses-là à ce point. Mais lui, il a dit, si vous vous rappelez à la télévision, on l'a entendu tous, ils veulent 2 pays, ils ont 2 pays, ils veulent un pays, ils ont un pays. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui l'intéresse. En dehors de cela, je vous rappelle que M. Biden a des problèmes beaucoup plus graves à régler que le Moyen-Orient. Il a le corona aux États-Unis, il a beaucoup de choses, l'Iran, la Chine, la Russie, tout ça. Je pense qu'on a tendance toujours à centraliser le peuple d'Israël dans le monde, mais je pense qu'à ce niveau-là, il va d'abord s'occuper de ses problèmes internes. Et jusque-là, je pense que les choses se feront plus ou moins dans la ligne de ce que M. Trump a fait. Pour combien de temps, je ne sais pas. De nouveau, ça dépend du Premier ministre Netanyahou. Je pense qu'à ce niveau-là,
on peut lui faire confiance. C'est-à-dire que nous lui faisons confiance. C'est-à-dire, on est même en train, actuellement, je vous le donne en scoop, on est en train de parler, pas directement avec lui, parce qu'il y a quand même un froid, comme je vous l'ai dit, mais par l'intermédiaire de ce Zouaï, on est en train de parler de faire quelque chose jusqu'au 20 janvier. Et s'il arrive quelque chose, vous pourrez dire que vous l'avez eu en première ligne. Eh bien voilà, d'accord. On peut supposer qu'il y aurait peut-être justement une démarche qui n'a pas pu être réalisée jusqu'à présent et qui sera concrétisée, peut-être la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée de la Samarie, peut-être plus d'implantation d'unités de logement. On va voir. Eh bien, on va attendre avec attention de voir si votre information, on va dire à décoder, se concrétise. Merci beaucoup Dan Bismuth d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et bon accueil au secrétaire d'État américain Mike Pompeo. À bientôt. Pas de problème, merci beaucoup Daniel. Bonne journée à vous aussi et beaucoup de réussite à notre Premier ministre. Voilà.